C'est sûrement l'automatisation emailing qui peut vous rapporter le plus et pourtant c'est la plus négligée dans la plupart des comptes qu'on a le plaisir d'auditer chez Make Sense for Digital, donc mon agence de conseil en marketing digital. Les séquences d'abandon panier, c'est une mine d'or puisque c'est des personnes qui ont démontré un intérêt particulier pour un de vos produits ou services, ou même plusieurs, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui ne vous ont pas donné les précieux codes de carte bleue et donc qui ne sont pas forcément devenus clients. Donc c'est un sujet qui mérite énormément d'attention. Il y a beaucoup de marques qui se disent non mais en fait une fois que les gens ils ont fait leur sélection, finalement ça coule tout seul, ça va bien se passer et ils vont acheter. Le problème malheureusement c'est qu'il y a au moins une personne sur deux qui fait un ajout panier qui ne va pas aller jusqu'au bout. Donc déjà ça c'est des chiffres qui sont énormes, mais en plus le 1 sur 2 c'est une moyenne par rapport aux personnes qui ont vraiment démarré un processus de commande. Les ajouts paniers, il y en a beaucoup plus sur un site web. Si vous avez un bon tracking comme on en parle régulièrement sur la chaîne, vous le voyez, vous pouvez le suivre et vous pouvez voir surtout les opportunités manquées à cause de ça. Donc la grande question, c'est pas forcément est-ce que je dois faire une séquence d'abandon panier, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans ma séquence d'abandon panier pour maximiser le taux de passage de commande des personnes qui ont démontré cet intérêt pour un ou plusieurs de mes produits et les faire passer à l'achat. Et justement, comment je fais en sorte que cette séquence d'abandon panier, elle génère de plus en plus de résultats au fil du temps. Il faut avoir en tête, malheureusement, c'est que c'est pas une démarche qui est figée, c'est une démarche qui est jamais finie. C'est comme dans les arts martiaux, vous avez jamais fini, vous n'êtes jamais le plus fort de l'histoire de l'univers, vous pouvez toujours vous améliorer. Donc l'idée, ça va être déjà de poser des bonnes bases, à la fois pour sécuriser un bon flux et aussi autofinancer les efforts que vous allez pouvoir mettre en emailing, que ce soit pour payer votre solution ou pour payer vos prestataires divers et variés. Par exemple, si vous avez quelqu'un pour intégrer vos emails, si vous avez une agence conseil, etc. Il faut que ce soit autofinancé par les résultats de l'emailing et donc notamment là en l'occurrence de notre séquence d'abandon panier qui va être la plus rentable. Et d'un autre côté, il faut créer une démarche qui permet d'avoir une bonne structure de test qui va permettre d'auditer les résultats, qui va permettre de prendre les bonnes décisions pour la suite et surtout qui va se challenger au quotidien. Donc la grande question à se poser au démarrage, c'est de se dire ok, pourquoi une séquence d'abandon panier et pas juste un email d'abandon panier comme on le voit par exemple avec des marques qui sont sur Shopify et qui utilisent la fonctionnalité native avec l'envoi d'un email tout simple et aucune relance derrière. Finalement, on a un email qui part et où on dit à la personne by the way, tu n'as pas acheté. Ok, ça c'est sympa, c'est mignon, mais c'est pas avec ça qu'on va vraiment faire la différence et c'est pas ce qu'on va appeler une stratégie d'emailing efficace. Donc déjà, avant de se poser la question au sein de l'emailing en tant que tel, on va se poser la question du pourquoi les gens n'ont pas été jusqu'au bout de leur achat. Là, on revient à des logiques de parcours client dont je parle régulièrement sur la chaîne et on commence à toucher du bout du doigt les différents éléments du marketing holistique, donc le fait de ne pas raisonner par exemple que avec l'emailing, mais aussi de se poser un peu plus en retrait et de dire ok, c'est quoi les différents impacts qu'il va y avoir avec mes Google Ads, avec Meta Ads, avec le taux de conversion du site, donc tout ce qui va toucher autour du CRO, le Conversion Rate Optimization, donc les démarches pour améliorer le taux de conversion du site web. Donc tout ça, ça revient, comme je disais, à la logique de parcours client. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi les gens n'ont pas acheté du premier coup. Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, selon Google, il y a un peu plus de 500 points de contact différents entre le moment où une personne démarre un processus d'achat et le moment où elle le finalise. C'est énorme, c'est des stats Google. Ça prend en compte ne serait-ce que les moments auxquels la personne a pensé au produit ou au service. Donc c'est très très vague, évidemment, mais ça nous donne quand même quelques idées. Donc si on se dit, ok, en fait, pourquoi la personne n'aurait pas acheté? Peut-être que déjà, tout simplement, et c'est un phénomène qui revient souvent, peut-être que c'est un problème de temps. Peut-être que la personne allait passer à autre chose. Si vous avez des enfants ou notamment des enfants en bas âge, vous savez à quel point d'une seconde à l'autre on peut se faire happer et passer à complètement autre chose. Donc ça peut être une question de temps. Ça peut être une question d'argent. Peut-être que la personne se dit, bah en fait oui, ça m'intéresse ce produit, mais s'il était en promo, ça ferait un peu mieux. Peut-être que si c'était à la fin du mois, au moment où les salaires tombent, ce serait mieux, etc. Donc il y a peut-être une dimension argent. Il y a peut-être une dimension comparaison. Peut-être que la personne elle est en train de comparer votre produit et service avec ceux des concurrents et de se dire ok, bah en fait lequel est le mieux, j'ai pas encore décidé, etc. Ok. Peut-être qu'il y a aussi ce qu'on appelle le FOBO, le Fear of Better Option. Donc le FOBO, c'est quoi? Donc Fear of Better Option, c'est la peur de se dire ok, ce produit il paraît bien, c'est peut-être celui qu'il me faut, etc. Mais peut-être qu'il y a mieux quand même. Peut-être qu'il y a un autre produit qui répond encore mieux à mes demandes et on le retrouve souvent dans l'électronique, par exemple quand on va acheter des ordinateurs, des téléviseurs ou même quand on va acheter des voitures tout simplement. Bah, les personnes se disent ok, est-ce que c'est vraiment la bonne chose qu'il me faut? On le retrouve même dans le matelas, etc. Parce que c'est des achats qui ont une certaine implication, que ce soit financière, comportementale ou même sociale, et les personnes veulent être sûres de faire le bon choix. Donc il y a toujours cette notion de FOBO, le Fear of Better Option, qui est un peu le cousin du FOMO, donc le FOMO, le Fear of Missing Out,
Donc le côté, la peur de passer à côté de quelque chose de bien. Il n'y a pas cette logique de comparaison ou cette logique de meilleure option, mais il y a cette peur de manquer à quelque chose. Ça peut être souvent utilisé aussi dans la promo pour dire, ok, dépêche-toi, c'est le moment, plus que 5 en stock, etc. Ça, c'est tous des éléments qui vont jouer sur le FOMO. Donc il peut y avoir tout ça, mais il peut aussi y avoir par exemple le côté réassurance, se dire, ok, mais en fait, je suis convaincu par le produit ou service, mais pas forcément par le site qui me le propose. Peut-être que j'ai un doute, peut-être que j'ai vu des avis négatifs sur leur livraison, peut-être que j'ai vu des avis négatifs sur leur service client, etc. Donc il y a cette notion de réassurance qui peut manquer. Donc vous voyez, déjà en quelques instants, on vient de trouver 5 éléments potentiels qui font que les personnes, elles hésitent en fait. Elles ont mis le produit au panier, mais elles vont pas aller jusqu'au bout. Le problème, quand on raisonne pas en séquence d'abandon panier, c'est que ce qu'on va retrouver souvent, c'est que les marques vont se dire, ok, en fait, je vais essayer d'adresser tout ça et je vais mettre ça dans juste un email. Hop là, dans un email. Le problème avec ça, c'est que on se retrouve avec un gloubi-boulga incompréhensible et donc on a des emails qui font 10 km de long et que les personnes ne vont pas lire parce que les temps d'attention sont de plus en plus réduits évidemment et donc les gens n'ont pas que ça à faire de lire les emails d'abandon panier que vous leur envoyez. Donc le problème avec ça, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses et souvent le problème quand on raisonne pas en séquence, c'est que on n'a que cet email là pour marquer. On n'a que ça après entre guillemets le match est plié puisque surtout si vous utilisez par exemple Shopify avec la fonctionnalité native, vous pouvez envoyer un seul email à la fois. Si on raisonne en séquence, et on va essayer de raisonner forcément en séquence, et on va se poser à la place du client qui reçoit nos emails. Donc je dis client, mais en fait il n'est pas encore client à ce moment-là. Donc à la place de l'utilisateur qui reçoit nos emails. Qu'est-ce qui peut déclencher un mouvement? Qu'est-ce qui peut déclencher de l'émotion? Donc émotion, on en revient à la notion de motion, le mouvement. Qu'est-ce qui va mettre en mouvement la personne pour petit à petit l'amener à laisser ses précieux chiffres de carte bancaire chez nous en échange d'un bien ou service qu'on va lui vendre. Donc la première étape dans tout ça, ça va être de dire, ok, peut-être qu'il faut être juste informationnel. Donc l'email 1, souvent, il va être purement informationnel. Ça va être, on va tacler la notion de temps qu'on avait tout à l'heure et dire, ok, vous avez oublié ça dans votre panier, c'est tout. Voilà, by the way, il vous attend, il est là, il est sauvegardé pendant 24, 48, 72 heures, vous mettez ce que vous voulez, et surtout ce qui est vrai sur votre site web pour le coup. Donc le temps, et puis on ajoute un tout petit peu de FOMO, hein, le fear of missing out, on en parlait tout à l'heure, avec l'expiration. Donc on commence à donner un horizon de temps à partir duquel le panier va expirer. Donc par exemple, on peut rester sur du 72 heures, ça nous permet aussi de faire une bonne séquence derrière. Donc cet email-là, souvent vous pouvez l'envoyer, typiquement, ça dépendra des verticales, mais dès H+3, donc à 3 heures de l'abandon panier, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas un email qui est agressif, c'est pas un truc qui va dire achète tout de suite ou sinon tu vas avoir des problèmes. Non, c'est un email qui est purement informationnel, c'est un email quasi transactionnel, donc il n'y a pas de sujet. Vous pouvez l'envoyer à H+3, H+1 ou même on a déjà vu du H+30 minutes. C'est un peu violent, ça dépend des moments. Si vous êtes en plein Black Friday ou pendant les soldes, ça peut valoir le coup pour le coup, parce que les personnes sont en énorme phase de comparaison et donc c'est à celui qui va taper le premier qui va avoir l'argent prêt à être investi par les utilisateurs. Donc ça peut valoir le coup. Mais de manière générale, vous pouvez faire ce H+3 et vous vous posez la question, vous pourrez faire des tests, etc. Mais ça vous donne une base qui est quand même assez solide. Le deuxième email, donc l'email 2, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire dedans? Donc l'email 2, si on reprend nos différents éléments, hop là, il peut y avoir la notion d'argent, ou il peut y avoir la notion de comparaison ou la notion de réassurance. Ce qui est piégeux pour certaines marques, il y en a de moins en moins qui le font, surtout maintenant qu'on fait beaucoup plus attention aux marges qu'à une certaine époque, c'est que les personnes mettaient un code promo dès le premier email. Là, vous l'avez vu, on ne l'a pas fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire dans le deuxième email. Vous pouvez mettre un petit code promo. Le problème, c'est que ça va dégrader les marges. Donc, il faut vraiment voir si le lift, donc l'incrément en termes de chiffre d'affaires, compense le fait de perdre de la marge unitaire et vous permet de faire plus de marge en volume. Donc le deuxième email, oui, pourquoi pas un petit bon de réduction, je mets BR juste ici, mais ce qu'il faut se méfier, c'est si les personnes sont déjà clientes, vous pouvez éviter de mettre en place ce code promo parce que sinon les gens vont s'habituer à ça et ils vont laisser de côté leur panier pour attendre un code promo éventuel qui viendra derrière. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si c'est des new clients, vous envoyez le code promo. Si c'est des returning, donc des personnes qui reviennent, là, vous pouvez rejouer sur vous nous avez manqué, qu'est-ce qui vous manque dans la finalisation de votre deuxième achat, etc., etc. Vous avez déjà une relation avec cette personne-là, donc là, vous êtes plus dans une logique CRM pure et dure, Customer Relationship Management, donc, et vous pouvez vous adresser à quelqu'un en lui rappelant, par exemple, à quel point c'était bien dans son premier achat, si elle avait laissé un avis positif, etc. Vous pouvez le retrouver si vous avez un bon environnement qui permet de recouper les différentes données. Donc ça, pour le coup,
c'est juste une question de vous nous manquer et c'est un parcours qui est beaucoup plus adaptable et qui dépend du type de produit que vous allez vendre parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le fait de rappeler à la personne à quel point c'était génial d'acheter chez vous la première fois. Donc on a évoqué l'idée de mettre un code promo si on voulait tacler l'accès argent, mais ça peut être aussi le fait de dire ok, ben, si vous avez des garanties du type on vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, etc., etc., vous pouvez trouver d'autres verbatim à ce moment-là pour jouer sur la dimension argent. Donc ça, c'est si vous êtes par exemple sur des achats impliquants, et je pense à tout ce qui va être électroménager, les matelas, le mobilier, euh, tout ce qui va être des achats assez fortement impliquants en termes financiers pour la personne, ça peut jouer à ce niveau-là. Si vous êtes sur des côtés marketplace, etc., ben, précisez aux personnes que c'est le même prix chez vous ou chez les marques, mais que chez vous, ben, ils rejoignent une communauté, ils rejoignent je ne sais quoi, ou si c'est un autre argument, ben, vous pouvez jouer aussi sur le côté réassurance, le côté tiers de confiance d'une marketplace. Là, dans ce cas-là, on va pas tacler l'angle argent, mais on va tacler un angle de réassurance dès ce niveau-là. Donc, vous voyez, à partir de l'email 2, il faut quand même s'adapter un peu plus à votre marque. Donc, à ce niveau-là, la grande question, c'est de se dire, OK, quel est le deuxième problème? Là, on est parti sur l'angle argent, mais peut-être que c'en est un autre. Donc, cet email 2, la question maintenant, ça va être quand est-ce qu'on l'envoie? Là, ça dépendra de votre niveau d'agressivité. Vous pouvez généralement l'envoyer soit à J+1, parce que ça permet de pas être trop agressif, et on a des marques qui vont être sur du H+12. Donc vous voyez, ça fait quand même une grosse succession par rapport au premier email, parce qu'on l'a envoyé à H+3 et 9 heures après, on renvoie un mail. Ça dépend du type de produit que vous vendez, du marché dans lequel vous évoluez. Nous, avec Make Sense for Digital, donc mon agence, on a beaucoup de marques qui sont aux États-Unis. Là-bas, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est un peu plus violent. On a des délais qui sont beaucoup plus courts parce que les utilisateurs sont surstimulés, donc ils ont l'habitude d'avoir des emails qui pleuvent dès qu'ils ont eu le malheur de faire un panier. Donc ça, c'est un sujet. En Europe, c'est un peu plus compliqué. En Allemagne, je vous déconseillerais d'être aussi agressif, par exemple. Mais si vous êtes en France, on va dire le H+3 et le J+1, ça va être des bonnes bases pour démarrer et pour créer votre première séquence. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez dire, OK, on va s'attaquer à un email 3. Et oui, on va envoyer au moins 3 emails aux personnes qui ont laissé un panier chez nous. Et désolé de vous décevoir si c'est le cas, mais on va même pas se contenter des 3 emails. On va aller beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait, les personnes ont démontré un intérêt pour nos produits ou services, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Donc en fait, au lieu de perdre du temps à aller chercher des nouveaux utilisateurs dans l'univers qui seraient potentiellement intéressés par nos biens ou services, bah, convertissons déjà ceux qu'on a sur place et qui sont prêts à accueillir, on va dire. C'est un peu ce qu'on appelle en anglais les low hanging fruits. Donc c'est les fruits qui sont juste en bas de l'arbre et pour lesquels on a juste à tendre le bras pour aller les chercher. Donc oui, on va envoyer 3, 4, potentiellement 5 emails. Parfois même on a été jusqu'à 8, nous avec l'agence. Donc le tout, c'est de ne pas être redondant, c'est de ne pas être agressif et de trouver des nouvelles choses à raconter aux personnes. Là, dans l'email 3, par exemple, vous pouvez jouer sur la réassurance. Vous pouvez aussi parler du fait que bah, si vous avez une note de 4,8 sur 5 hop là, sur 5 sur Trustpilot, bah, dites-le en fait, c'est hyper précieux. Enfin, un pourcentage, c'est sûr. Donc dites-le, c'est quelque chose qui va être hyper rassurant. Mettez en avant des avis clients, des avis nominatifs de clients. Mireille de Ruelle Malmaison, Brigitte de Clermont-Ferrand, etc., etc. Vous mettez des extraits de ces avis-là et vous le mettez dans l'email. Si possible, avec des produits ou des services qui sont liés à ce que la personne a laissé dans son panier. Si vous avez la chance d'avoir des avis qui sont catégorisés, mettez par exemple des avis de la catégorie dans laquelle la personne a laissé un article. Donc si quelqu'un a laissé un téléviseur dans son panier et n'a pas été au bout, ben, mettez des avis qui concernent des gens qui ont acheté un téléviseur. C'est pas toujours le cas, ça dépend comment vous avez paramétré vos avis clients, mais si vous pouvez faire ça, c'est encore plus gold que si c'est juste les avis sites. Mais les avis du site web, c'est déjà très bien. Donc on va mettre des avis clients et on va insister sur les bonnes expériences. Si vous avez à nouveau des UGC, donc le côté User Generated Content, que vous poussez par exemple sur Facebook Ads, vous pouvez aussi d'une manière ou d'une autre réussir à reformater un peu tout ça pour le mettre en lien dans ces emails-là, pour inviter les gens à aller voir de manière visuelle qu'est-ce qui s'est passé chez les personnes qui ont créé ces UGC, etc. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est une autre dimension. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui vont se contenter de lire, il y a des personnes qui vont vouloir voir, et dans la même logique, il y a des gens qui vont vouloir entendre de la bouche des autres clients que ça s'est bien passé. Donc là, on retrouve un peu le système VACOG, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est tout ce qui va toucher aux 5 sens. Donc on est tous réactifs à un des sens différents. Donc il y a des personnes qui sont auditives, comme on dit, il y a des personnes qui sont visuelles, et il y a des personnes qui sont kinesthésiques. Bon, ça, vous n'allez pas aller toucher les clients. Ou alors si vous avez des magasins physiques, why not, mais du coup, c'est pas forcément les clients qui vont être réceptifs à ça côté e-commerce, mais ils vont peut-être avoir besoin dans les vidéos UGC de voir la texture des produits, qui vont avoir besoin de voir ça en situation et de sentir l'espace. Donc ça, c'est différents éléments qu'il faut prendre en compte
dans votre gestion des avis clients. Et donc, vous voyez, il y a différents angles pour attaquer ne serait-ce que cet avis client et cet avis réassurance. Donc ça, c'est notre email 3 et je vous avais promis qu'on allait en faire 4 ou 5. Donc, on va essayer d'en faire un quatrième, par exemple, toujours dans notre situation théorique. Et c'est vrai que j'ai pas dit quand est-ce qu'on peut l'envoyer. Là, si on n'est pas trop violent, on peut l'envoyer à J+2 de la vente au panier. Donc, on commence à être à l'expiration, là, on expire au bout de 72 heures, donc au bout de 3 jours, notre panier théorique, juste ici. Donc là, on est à J+2, il reste 24 heures. L'autre axe qu'on aurait pu avoir, mais on va le mettre dans l'email 4, hop là, juste ici, ça va être, on va rejouer sur la FOMO, on va jouer sur le fait que le panier va bientôt expirer, c'est bientôt la fin, et les articles vont bientôt sortir, la personne va devoir refaire sa sélection. C'est une douleur, il faut en tout cas que ce soit vu comme une douleur par les personnes. Donc, on va jouer sur le FOMO, et ça peut être par exemple plus que X heures. Et à ce niveau-là, vous pouvez aussi jouer, alors il y a plusieurs angles. Il y en a un qui est un peu plus compliqué parce qu'on va brouiller un peu le message, mais si la personne n'a pas acheté, c'est peut-être aussi parce qu'elle explore d'autres options. On l'a vu, il y a cette notion de FOBO. Donc on a besoin de rassurer la personne en termes de comparaison et en termes de réassurance produit. Par exemple, bah oui, elle a mis ce téléviseur-là dans son panier, mais peut-être que l'autre, il est quand même mieux parce qu'il a quand même plus de couleurs, etc., etc. Même si la personne elle est daltonienne, c'est important d'avoir des couleurs, etc. Bref, donc on peut commencer à ce moment-là quand même à mettre une notion de cross-sell, donc de dire by the way, il y a d'autres produits, peut-être que vous aimerez ça aussi, peut-être que ça répond plus à votre demande, et en petit call to action secondaire juste ici, alors je sais les call to action secondaires, si vous êtes un puriste de l'emailing, c'est très mauvais, mais ça peut être sous-entendu, vous pouvez avoir tout simplement, si vous avez des bons conseillers et si vous êtes sur des achats impliquants, généralement vous avez des bons conseillers en termes de produits, vous pouvez avoir le fait de dire bah, appelez-nous, et on vous aidera à trouver le bon produit. Donc comme ça, vous taclez la notion de FOBO en disant ok, ne te charge pas mentalement, cher utilisateur, on va t'aider à choisir le meilleur produit pour toi. Et entre guillemets, après, c'est une démarche commerciale. Si votre service client est aussi un service commercial, là c'est gagné. Si la personne elle appelle, normalement, vous savez transformer vos appelants entrants en clients. Donc ça, on va dire c'est gold parce que vous avez une ligne directe avec eux. Ou alors, bah, vous jouez purement sur le FOMO. Et si vous avez un code promo que vous avez mis dans l'email 2, bah, évidemment le code promo, on a oublié de dire, mais il va expirer forcément en même temps que le panier. Donc on n'oublie pas de dire qu'il va expirer au moment de l'expiration panier. Donc là par exemple on était ici, il nous reste 48 heures. Bah là le code promo il est bientôt fini, il ne reste plus que 24 heures. Plus que 24 heures et tu perds et ton code promo et ton panier. Donc tu vas devoir refaire ton cycle de choix des produits, etc. etc. Donc, et sélection produit. Et là, donc ça, celui-là, on va l'envoyer à J+3, et on va dire que ça commence à être expiré si on fait ça. Donc on va dire, allez, on l'envoie quand même à J+3 ou 2,5, on va dire, ça dépend. Et si vous voulez être cohérent avec ce que vous avez mis là-bas, vous dites, ok, 24, plus 24 heures exceptionnel, parce que c'est vous, etc. Les gens commencent à savoir que c'est faux, etc. Mais pour le coup, c'est un biais qui marche. En plus, on crée une espèce de dette, puisqu'on dit à la personne, ok, bah en fait, c'est bon, comme c'est toi, on l'a mis 24 heures de plus, donc ok. Et donc ça, vous l'envoyez à J+3, et là, ce qui peut arriver parfois, c'est de se dire, ok, mais en fait, à J+3.5, on va avoir ce qu'on appelle un email 5. Et là, c'est vraiment, on retourne dans l'informationnel. Et on va reprendre des éléments qui disent juste plus que 12 heures. Et on parle bien en heures, parce que c'est plus stressant que des jours, pour le coup, à ce niveau-là. Et c'est vraiment juste ça. Dans 12 heures, votre panier va expirer. Terminez-le maintenant. Enfin, passez à l'achat, commandez. L'appareil, ça va se tester. Donc là, on va dire c'est une mini séquence. C'est pas la plus belle, c'est pas la meilleure. C'est celle qui donne des bases. C'est un exemple. À chaque fois, il faut vraiment prendre en compte le type de produit que vous vendez, à qui vous le vendez, donc vos différents personas que vous allez avoir. Et ça, c'est vraiment un template bête et méchant fait en 2 minutes sur un comptable pour vous montrer que il y a plus dans le monde de la vente au panier que juste un email de relance. Là, vous voyez, en moins de 20 minutes, on a quand même brossé un premier tableau et ça peut aller assez vite derrière.
Le tout, ça va être de réussir à mettre ça en forme pour votre type de produit, votre type de service, les personnes à qui vous vendez, l'historique de votre entreprise. Si vous avez une marque qui est centenaire ou si vous avez une entreprise qui a un savoir-faire particulier, etc., on va ajuster tout ça évidemment pour faire transpirer ces messages-là. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un truc sur étagère fait sur un coin de table. Toute marque mérite d'avoir une séquence personnalisée. Et une fois que vous avez votre première séquence, ce qui est hyper bien et ce qui est génial, c'est que bah, ici, vous tirez un grand trait juste là. Et chaque email, ici, vous dites ça, c'est la version A. Et ici, c'est la version B. Et vous testez un autre message juste ici. Et en fait, en permanence, comme c'est un des flows d'emailing avec le welcome qui va avoir le plus gros flux, et surtout qui va avoir le plus gros flux en termes de commandes, c'est hyper important à chaque étape du parcours de se dire, ok, est-ce que j'ai pas une meilleure version à proposer qui aurait des performances supérieures et qui me permettra d'aller chercher du chiffre d'affaires incrémental. Donc, vous voyez, c'est une démarche qui doit être structurée, qui doit être posée et surtout qui permet d'aller chercher ce chiffre d'affaires incrémental et qui se met en combinaison justement avec les différents efforts que vous pouvez avoir pour aller rechercher ces personnes-là, donc les personnes qui ont laissé un article chez vous dormant dans un panier, parce que vous allez aussi les retaper sur Google Ads en retargeting, sur Meta en retargeting également, et le tout, ça va être d'être cohérent sur les différents axes que vous pouvez avoir à ce niveau-là, pour être sûr que les personnes viennent clôturer leurs achats chez vous. Donc j'espère que ça vous a montré à quel point c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est passionnant pour le coup, et qui permet d'aller chercher ce chiffre d'affaires incrémental sans forcément y passer des heures et des heures non plus, mais ça demande une très bonne connaissance de vos clients, ça demande une bonne connaissance des parcours clients. Et si vous voulez en discuter avec un consultant de l'équipe Make Sense, je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé de la vidéo. Ça vous permettra déjà d'avoir un premier état des lieux de votre stratégie d'emailing. Et surtout, notre particularité, c'est de vous aider à mettre tout ça en perspective dans votre marketing holistique. Donc, à quel point vous pouvez mettre en place une stratégie marketing qui prend en compte et l'emailing, et le SEO, et Google Ads, etc., etc. Donc ça, si c'est un sujet pour vous, le lien, il est dans la description et le commentaire épinglé, comme je le disais. Et si vous voulez aller plus loin en email marketing, je vous mets tout de suite, à la fin de la vidéo, la playlist avec toutes les vidéos qu'on a pu faire sur l'emailing sur la chaîne. Ça vous permettra d'aller encore plus loin et une fois que vous serez prêt, vous pourrez prendre un rendez-vous avec un consultant ou faire par vous-même. Et une fois que vous aurez compris à quel point c'est important d'avoir une bonne démarche et d'être bien accompagné à ce niveau-là, prenez un rendez-vous et puis on sera un plaisir d'en discuter avec vous. On se retrouve très vite de l'autre côté avec la masterclass de l'emailing. Je vous mets la playlist, ça démarre avec cette vidéo-là, donc c'est parfait pour suivre cette vidéo et cette réflexion.